D'accord. Bon, ben, bonjour à tous. Bienvenue dans l'atelier ERC et zéro artificialisation nette. Comment mettre en œuvre une gestion plus économe de l'espace. Donc, c'est vrai que ce matin, on se faisait la réflexion entre nous avant de commencer que la fin de la matinée, on a beaucoup parlé compensation. Et là, bah, c'est bien, on va essayer de parler un peu, évitement, réduction et de voir comment on peut essayer d'y arriver. Donc il va y avoir, l'atelier va se dérouler en 2 séquences. Donc une première séquence de 45 minutes sous la forme, d'échanges avec les différents, intervenants. Donc tout d'abord, monsieur Rabache, directeur de Limousin Nature Environnement. Donc où on aura une vision un peu générale de cette gestion économe. Ensuite, une intervention d'Yvonique Guinard de Grand Poitiers pour voir un peu comment c'est mis en place à l'échelle d'une métropole. Et ensuite, une présentation d'Édouard Bordelais et de Margot Millard de la SAFER Nouvelle-Aquitaine pour présenter un des outils de gestion qui est la mobilisation des biens sans maître. Et on terminera par une intervention de Charles Cany de l'EPF Nouvelle-Aquitaine pour voir un peu quel appui peut être fait aux collectivités lorsqu'elles ont une stratégie de gestion économique. Donc, suite à ces interventions, il y aura une séquence d'1 heure à peu près d'échange où là, vous pourrez, en tant que participant, poser des questions aux intervenants. Il y aura à peu près une demi-heure de questions-réponses pour du coup essayer de faire émerger des pistes d'action. Céline Marmé, donc, qui m'accompagne dans l'animation de cet atelier, sur la dernière demi-heure, à partir des échanges, on partagera ces pistes d'action et on essaiera de consolider ça en vue de la restitution de l'atelier à 16 heures. Voilà, donc le timing est assez serré. On va essayer de le tenir. Donc, du coup, quand on entrera dans la séquence questions-réponses, on rappellera un peu les règles à ce moment-là. Là, on commence donc sur les échanges avec les intervenants. Donc, monsieur Rabache, on va commencer le tour de table par vous. Donc, vous êtes donc directeur d'une association de protection de l'environnement. Quel est un peu votre rôle en fait dans cette sensibilisation en fait à la gestion économe de l'espace? Alors, oui, donc Limousin Nature Environnement, c'est la fédération donc, de l'ex-région Limousin là, des associations de protection de la nature. Bon, maintenant, on est un petit peu dilué dans la confédération FNE Nouvelle-Aquitaine. Donc, notre rôle, c'est un rôle essentiel dans la mesure où on est souvent amené en tant qu'expert ou en tant que représentant un peu des citoyens ou de l'environnement à donner notre avis sur les projets, quels qu'ils soient, sur les territoires et surtout s'ils impactent un petit peu l'environnement. Et à ce sujet, nous avons toujours eu, nous, pour objectif un petit peu de prôner ce qu'on appelle la sobriété, puisqu'on sait que dans la problématique que notre mode de vie a avec son environnement, c'est surtout dans la capacité de toujours vouloir toujours plus, plus vite, plus grand, plus fort, plus haut, voilà. Et cette dynamique-là, on sait qu'elle est contrainte par les capacités qu'a l'environnement à le supporter, quoi. Donc, j'allais dire, ça fait partie un petit peu de la génétique de nos actions que de travailler sur éviter. Eh ben, Alors, pensez à couper vos micros, ceux qui n'interviennent pas, s'il vous plaît. Vous pouvez reprendre. Ouais. Oui, donc je dis, voilà, ça fait partie un peu de la génétique un petit peu de nos activités, hein. Et on intervient donc directement un peu quand on est invité à participer notamment à l'élaboration de documents d'aménagement, notamment les SCOT, les PCAET, les projets de SRADET, enfin toutes ces choses-là. On a amené finalement à se poser et à, comment dire, la question de
l'utilité, la pertinence un petit peu de tel et tel aménagement ou telle et telle action dans notre territoire. Et 9 fois sur 10, pour dire 99 fois sur 100, c'est vrai que la partie évitée, hein, puisqu'on va en parler, elle n'est pas forcément prise en compte à ce niveau-là, puisqu'on on est en train de vouloir proposer ou absolument, je veux dire, justifier des aménagements ou des actions, et, et pas forcément de se poser la pertinence de son utilité à long terme. Voilà. Justement, par rapport à cette question-là, c'est vrai que là, avec les confinements qu'on a vécu, puis on est encore en période un peu de restriction, finalement, ça a fait émerger ce besoin, en tout cas, de ne pas être dans l'habitat collectif, mais plutôt dans l'habitat individuel avec cette aspiration au fait d'avoir un jardin, voilà, de nature. Et comment, surtout dans une région finalement, le Limousin qui est, euh, on va dire encore assez rural, finalement, avec pas mal d'espace, comment vous arrivez en fait à sensibiliser les élus, le grand public à ces questions-là et en fait, et ce qu'ils se sentent concernés par ce besoin de gestion économe en fait. Alors, il y a deux aspects dans votre question. La première, c'est bon, celle qui est liée un petit peu à l'événement Covid, là, qui fait qu'il y a une certaines personnes veulent revenir un petit peu à la campagne, retrouver un peu des espaces. Alors, j'allais dire, bon, c'est vrai qu'en Limousin, avec des zones où on a 5 habitants au kilomètre carré, on n'a pas forcément cette pression-là qu'on peut avoir. Vous voyez, si vous êtes à la Tarnac, bon, ça ne va pas poser un problème quand des personnes reviennent habiter des bourgs qui sont vides et autres. Donc, en fait, on a quand même, je veux dire, une réserve foncière, puisqu'on est, on est des régions dans lesquelles, effectivement, il y a eu beaucoup de pertes de population, mis à part des fois autour de certaines agglomérations. Mais sinon, globalement, la crise Covid, elle n'a pas foncièrement modifié ces choses-là. Il y a du foncier, ça redynamise un petit peu certaines zones, hein. On a longtemps connu, nous, la population anglaise qui revenait repeupler les territoires un petit peu délaissés. Par contre, après, il y a quand même eu tout ce qui a été modélisation du développement de ces petits bourgs. C'est vrai que je me rappelle avoir participé à des réunions dans lesquelles on était encore en train de faire des parcelles de 5000 mètres carrés, vous voyez, pour pouvoir vendre et faire du lotissement, parce qu'il fallait absolument développer des bourgs qui étaient à 30 km de la métropole, et dans lesquels nous, déjà, on disait, ben non, 5000 mètres carrés, c'est peut-être pas raisonnable. Et c'est vrai que le Limousin, par exemple, c'est une région qui a un taux d'artificialisation qui est 2 fois supérieur à la moyenne. C'est-à-dire, je crois qu'on était à 800 mètres carrés par personne et par an en France. Et nous, on est et nous, on a 1600 mètres carrés. C'est-à-dire qu'effectivement, on a, malgré la capacité et la place qu'on a, finalement, les infrastructures, les aménagements que l'on fait, pèse plus, quoi. Donc en fait, on avait un petit peu de mal à faire comprendre qu'il fallait faire des parcelles plus petites. Et récemment encore, quand on explique à des personnes qui sont même dans Limoges, hein, quand il y a des projets d'urbanisation sur des zones périphériques, quand on essaie de contraindre un petit peu la taille des parcelles, bon, ça paraît toujours un petit peu choquant, parce que les gens ont toujours besoin encore de ce modèle d'espace dans lequel ils vont nécessairement mettre de la pelouse, voilà. Qui vont passer un peu de temps à tondre. Donc on est encore un petit peu dans ce cliché dans les projets. Mais concernant les nouvelles personnes qui veulent revenir, il y a de la place, hein, il y a plein de centres-villes avec des maisons dans lesquelles justement on souhaiterait que les personnes reviennent habiter, parce qu'il y a du foncier, il y a de la construction. Donc il y a de la place pour revenir vivre à la campagne, mais c'est pas forcément c'est pas obligé de le faire en urbanisant ou en artificiant d'autres zones. Voilà. Alors, et une dernière question, ça passe vite. Du coup, c'est vrai que, comme on le disait, vous êtes dans une région qui est rurale. Comment le monde agricole se positionne justement par rapport à cette problématique? Est-ce que vous trouvez finalement un allié sur ces questions-là de consommation d'espace? Alors moi, j'ai siégé quelque temps sur la consommation départementale, consommation d'espace agricole, hein, c'est la CDPNH, je crois maintenant.
Objectivement, oui, on était alors sur des problématiques effectivement de dire il faut conserver et garder les zones agricoles pour faire de l'agriculture. Oui, là-dessus, on était alliés et ça posait pas de problème. Où c'est un petit peu plus difficile, c'est quand on rentre dans le détail et qu'on considère que certaines pratiques agricoles consomment et artificialisent les sols Oui, et que voilà, et qu'il faut toucher et remettre en cause les pratiques, hein. Mais on n'a pas ce problème qu'avec l'agriculture, on l'a aussi avec la forêt, on l'a aussi avec les particuliers ouais. qui lorsqu'ils ont des paysages qu'ils viennent défendre en Limousin, j'essaie de leur faire comprendre, et ça irrite un petit peu, que le paysage qu'on a en Limousin, on ne le mérite pas, parce qu'en fait, notre mode de vie ne vit pas enfin, notre niveau de vie n'est pas dépendant de ce que l'on consomme dans le paysage, quoi. Si on consommait nos ressources naturelles dans le paysage, on aurait un désert, nous aussi, quoi. Donc, en fait, Mmh. c'est toujours un petit peu difficile de dire on défend quelque chose qui est objectivement pas chouette, mais ça génère des dégâts à l'autre bout de la planète et on ne le voit pas, quoi. Donc c'est aussi notre boulot, nous, d'association, y compris avec certains élus, de leur dire objectivement on est des alliés parce qu'on peut peut-être aider à faire comprendre à la population que certains projets d'aménagement, vouloir faire des routes pour aller plus vite, vouloir faire des autoroutes, des aéroports, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas forcément, même si on en a besoin objectivement tout de suite pour nos activités, c'est pas forcément à long terme ce qui va nous permettre de construire une société qui sera en accord avec un petit peu les principes du développement durable. Bon, merci. Ah, ça passe très vite, je vais être obligée d'enchaîner. Donc maintenant, on va échanger avec Yvonique Guinard, donc de Grand Poitiers, qui va un peu, on va échanger sur un projet en cours, notamment la politique de Grand Poitiers en matière d'évitement réduire compenser dans le cadre de la zéro artificialisation nette. Donc, vous avez un aménagement, enfin, on va dire un projet en cours à l'échelle d'un quartier. Donc, si vous pouvez présenter rapidement l'optique de ce projet. Oui, donc bonjour à tous. Yvonne Guinard, moi je travaille à Grand Poitiers. Donc, j'excuse Madame Lisa Bellouco et Monsieur Bernard Peterlongo, qui sont les vice-présidents à l'urbanisme de Grand Poitiers, qui sont mobilisés sur une grosse réunion sur un quartier en rue, donc, où on reconstruit la ville sur la ville. Donc, ils sont quand même en lien avec le thème qui nous occupe aujourd'hui. Moi, je travaille à Grand Poitiers sur les enjeux de biodiversité et de protection des milieux naturels. Et je trouve que c'est assez symptomatique du travail partenarial que l'on fait dans Grand Poitiers, que des élus à l'Urba aient demandé à celui qui s'occupe d'empêcher d'aménager de venir évoquer ce que fait Grand Poitiers. Donc, je vais profiter de l'occasion. Donc, Grand Poitiers, 40 communes, 1000 km². Une habitude très ancienne de travailler à l'échelle intercommunale, puisqu'on était en district dès 1965, et très tôt un document d'urbanisme partagé. Donc actuellement, on a un document d'urbanisme intercommunal pour 13 communes, donc l'ancienne communauté d'agglomération. Et donc on a engagé le travail pour élaborer un PLUI à 40 communes, donc sur l'ensemble du territoire de Grand Poitiers. Le PLUI actuel sur les 13 communes, il avait déjà un objectif de modération, de frugalité foncière, en essayant d'inverser la tendance, puisqu'on était en 2 tiers extension, 1 tiers renouvellement de la ville, et d'essayer d'inverser cette tendance, et on y est arrivé. Donc on est sur l'agglo à 13, à 2 tiers de renouvellement, 1 tiers d'extension. Donc l'idée, c'est de poursuivre dans cette voie, d'aller plus loin et de le faire sur les 1000 km² du territoire. On a donc connu, comme beaucoup, un ralentissement avec la crise de 2007-2008, et on est plutôt sur un palier à l'heure actuelle en termes de dynamique de densification de la ville. Donc l'idée, c'est de relancer cette densification en essayant de trouver des nouveaux modèles pour solutionner les difficultés qu'on rencontre à l'heure actuelle, qui portent essentiellement sur l'acceptation sociale des opérations de densification. Donc à ce titre, on avait candidaté à un appel à projet territoire pilote de sobriété foncière, sur lequel on a été retenu. Et on va travailler avec les opérateurs du territoire, notamment l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine, et puis la Société d'équipement du Poitou, qui est une société d'économie mixte sur le territoire, qui est un aménageur.
Et donc, on a sur le territoire plusieurs quartiers qui vont être l'occasion de tester des modèles différents de reconfiguration urbaine. On a notamment à l'heure actuelle un faubourg de Poitiers, un faubourg résidentiel qui fait l'objet de plusieurs opérations de renouvellement, donc d'achat de pavillons, de groupes de pavillons, démolition et reconstruction, qui connaissent des oppositions locales fortes de la part des riverains. Alors, on a la malchance, si je puis dire, d'avoir un quartier un peu vieillissant qui offre des possibilités, qui offre plusieurs possibilités dans le domaine. Donc, on concentre un petit peu les dossiers sur un même quartier. Et c'est le quartier qui est probablement, quartier de Poitiers, le plus mal doté en termes d'espace ouvert et d'espace vert. Donc, assez naturellement, l'opposition se cristallise sur le fait que tant qu'à gagner un peu de place dans le tissu urbain, on ferait mieux de faire des espaces verts que de faire des immeubles d'habitation. Mais sauf que si on veut continuer à accueillir des gens, il faut bien créer des surfaces de logement et plutôt les faire en ville qu'en extension. Donc, on est actuellement dans cette phase-là sur ce quartier. Et du coup, par rapport à ce projet en cours, comment est-ce que, donc il y a à la fois cette densification que vous envisagez, mais dans le même temps, est-ce qu'il va y avoir quand même création d'autres espaces verts à proximité? Comment vous essayez un peu de concilier en fait ces deux aspirations? Oui, c'est la quadrature du cercle. C'est ce qu'on essaye de faire. Donc, on a dans ce quartier certaines réserves foncières qui vont plutôt être affectées à de l'espace vert. Il y a également des volontés de développer de l'agriculture urbaine sur certaines de ces réserves. Et là où on est sur des surfaces déjà occupées par des constructions, rester sur de la reconstruction. Donc, garder en vert ce qui est en vert et l'ouvrir au public et l'aménager en conséquence. Et puis, là où c'était du gris, refaire du gris. D'accord. Je vois le temps qui passe. Dernière question. Donc, vous avez indiqué que au niveau du Grand Poitiers, enfin, le PLU était passé, on était passé de 13 communes à 40 communes, ce qui fait maintenant une grande collectivité. Et comment finalement les communes périurbaines accueillent un peu finalement cette nouvelle gestion de l'espace et ces nouveaux objectifs politiques en termes de gestion, de limitation en fait de l'urbanisation. Alors, on a déjà eu un premier round avec le SCOT du Seuil du Poitou qui a été approuvé récemment. C'était pendant les municipales, donc ça avait déjà fait un petit peu de bruit à l'époque, où effectivement on a les communes plutôt de première couronne, plutôt pavillonnaires, qui avaient plutôt envie d'être classées en rurbain ou en urbain et ne pas connaître une trop forte densification, prétextant que le produit que les gens viennent chercher dans ces communes-là, c'est, comme on l'évoquait tout à l'heure avec notre collègue du Limousin, la très grande parcelle avec la maison au milieu. Et donc, quand on leur dit qu'ils sont de caractère plutôt urbain, avec des densités assez fortes et du parcellaire réduit, voire du collectif, s'ils veulent répondre à leurs besoins de garder de l'espace autour des constructions. Donc, on a eu première passe d'armes au moment du SCOT. On a, sur la moitié de l'année 2021, organisé un séminaire par mois sur les différentes thématiques qu'allait aborder le PLUI, et notamment ces questions de sobriété foncière. Donc, il y a eu déjà quelques compléments d'informations apportés à ce moment-là. Et puis, on démarre 2022, le tour des popotes, entre guillemets, auprès des 40 communes, des 40 maires, des 40 élus à l'Urba. Donc, ce sera le nouveau round qui va s'annoncer. Et je pense que certaines velléités existent toujours.
Très bien. Bon, mais merci pour votre intervention. Je vais passer donc à l'intervention suivante qui est la SAFER, donc Nouvelle-Aquitaine. Margot Millard et Édouard Bordelais, qui vont nous présenter un des outils fonciers en fait qui peut être utilisé dans le cadre voilà, des opérations présentées notamment par Yvonique Guinard, qui est la mobilisation des biens sans maître. Donc, peut-être déjà, si vous pouvez présenter rapidement la SAFER, enfin, comment vous intervenez dans cette problématique? Oui, vous m'entendez? Oui, Alors, je vais partager une diaporama. d'accord. C'est juste que j'ai plus l'écran qui s'affiche de Zoom. Attendez, je prie de m'excuser. Comment ça marche? Normalement, tout en Voilà. bas, avec Voilà. votre souris. Écran partagé. Mm. Et je cherche ma diapo. Hop, partager. Est-ce que vous voyez ma diapo? Ça arrive, Oui. oui, c'est bon. Très C'est bien, bon? super. Oui, ça Ça marche. s'affiche? Ok. Oui, Donc, attendez. Hop. Donc, je me présente tout d'abord. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Margot Millard. Du coup, je suis juriste au sein du service régional environnement et collectivité de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Et je me charge plus particulièrement des procédures d'appréhension des biens sans maître et également de la rédaction des actes administratifs pour le compte des collectivités sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc là, le thème, c'est l'artificialisation des sols. Donc, comme quoi, c'est une problématique essentielle de l'aménagement de nos territoires. Et donc, forcément, on constate une diminution des espaces agricoles, naturels et forestiers. Et donc, forcément, le monde agricole et notre environnement étant directement impactés, c'est la SAFER qui devient un peu un acteur à privilégier pour accompagner les collectivités dans les différents projets d'aménagement du territoire et notamment pour aider les collectivités à avoir une gestion un peu plus économe de l'espace. Et donc, de ce fait, depuis quelques années, la SAFER accompagne donc les collectivités pour les procédures d'appréhension des biens sans maître suite à différentes demandes d'agriculteurs et notamment de communes qui en fait étaient en difficulté face à des biens qui étaient abandonnés, mais également aussi des fois des bâtiments qui étaient en ruine. Et donc, face à ces diverses problématiques, il nous a trouvé logique d'accompagner les collectivités dans cette démarche. Avant toute chose, il est important peut-être de rappeler qui on est. Il faut savoir que la SAFER, c'est une société anonyme sans but lucratif qui est chargée de missions de service public et qui est dirigée par un conseil d'administration composé de professionnels. Elle fonctionne avec des capitaux publics et elle est placée sous le gouvernement de 2 commissaires du gouvernement, donc le ministère de l'Agriculture et des Finances. Donc, après, la SAFER, principalement, elle acquiert des biens agricoles et ruraux pour les attribuer à des candidats privés ou publics, dont les projets s'intègrent sans une politique d'aménagement durable des territoires. Elle est aussi également dotée d'un droit de préemption qu'elle utilise dans un objectif d'intérêt général qui est défini par la loi afin de protéger donc l'agriculture, l'environnement et également pour structurer les exploitations agricoles. Elle intervient dans 4 grandes missions, donc qui est principalement de protéger les espaces agricoles, naturels et forestiers, concourir à la diversité des paysages et notamment participer au développement durable des territoires et participer à la transparence du marché foncier. Ici, il est important donc, de préciser qu'elle accompagne notamment les collectivités donc, dans l'optimisation et la maîtrise de l'économie foncière des espaces périurbains, donc notamment par le biais de nos différents outils. On a différents outils à notre disposition pour les collectivités qui sont Vigifoncier, etc. Et notamment notre accompagnement dans la procédure de biens sans maître qui est de plus en plus demandée par les collectivités. Donc, du coup, je vais vous préciser en quoi consiste la procédure et vous définir un peu qu'est-ce qu'un bien sans maître et en quoi il est opportun de les appréhender afin en quoi ça participe à une sobriété foncière.
Les biens sans maître, ça peut être une réelle opportunité pour les collectivités donc dans la conduite de la politique foncière, et la collectivité est la principale bénéficiaire de la procédure. Donc, c'est l'article 713 du Code civil qui le rappelle, qui précise bien que les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Il y a 3 types de biens sans maître. Il y a les biens qui font partie d'une succession qui a été ouverte depuis plus de 30 ans et pour laquelle il n'y a aucun successif qui s'est présenté. Et ensuite, on a les biens bâtis, idem, qui n'ont pas de propriétaire connu et qui, depuis plus de 3 ans, il n'y a pas eu la taxe foncière d'acquitter, ou soit ça a été acquitté par un tiers. Et ensuite, on a les biens non bâtis qui doivent remplir les mêmes conditions, pas de paiement de taxe foncière, ou soit on est en dessous du seuil de recouvrement. Donc, ces 3 types de biens doivent être identifiés avec la commune et une procédure différente s'applique en fonction de la catégorie de biens dans laquelle on se trouve. Donc, j'en passe à la première catégorie de biens. On a parlé des successions ouvertes depuis plus de 30 ans. Donc, il faut savoir qu'il peut y avoir des biens bâtis et non bâtis qui étaient au service des domaines. Généralement, quand vous avez un propriétaire qui décède et pour lesquels les héritiers n'ont pas accepté la succession, on tombe dans les successions vacantes et souvent, c'est géré par le service des domaines. Et une fois le délai 30 ans passé, la commune peut devenir propriétaire à l'occasion de cette procédure de biens sans maître. C'est la procédure la plus rapide. Elle constitue, il faut seulement faire des recherches, donc demande d'état hypothécaire, demande d'état civil, s'assurer que la personne est bien décédée de plus de 30 ans, contacter le service de domaine, faire le point, et il s'agit d'une incorporation de plein droit, donc délibération, procès-verbal, etc. Donc, c'est un bien qui revient de plein droit à la commune et qui peut être réaménagé, réhabilité par la suite. Voilà. Donc ça, c'était la catégorie 1. Après, on a 2 autres catégories de biens qui sont les biens bâtis et non bâtis. Donc, qu'on a dit les 2 conditions pour qu'on rentre dans la définition, c'est un propriétaire disparu ou inconnu et le non-paiement de la taxe foncière. Donc, pareil, c'est toutes des recherches à réaliser, donc demande d'état hypothécaire, demande d'état civil et une procédure spécifique qui s'applique. J'ai fait une petite diapo qui récapitule un peu la procédure par type de bien. Donc là, pour les biens bâtis, on doit tout d'abord s'assurer que le paiement de la taxe foncière n'a pas été assuré. Donc, souvent, on convoque, après une première délibération, comme quand on lance la procédure, on convoque une commission communale des impôts directs. Ensuite, un arrêté municipal et un affichage en mairie, une publication, une notification de cet arrêté municipal qui détermine comme quoi on lance bien la procédure pour appréhender les biens qui sont abandonnés sur le territoire. Cet affichage, il y a un délai de 6 mois. Donc, pendant ce délai de 6 mois, en fait, l'éventuel propriétaire peut réclamer le bien, se manifester ou non. Si personne se manifeste pendant ce délai de 6 mois, on suppose que le bien est présumé sans maître. Donc là, on prend une délibération, on fait un arrêté et cet arrêté constitue le titre de propriété de la commune. Donc, à la fin de cette procédure qui est relativement longue, c'est une des difficultés, contrairement aux successions de plus de 30 ans. En ce qui concerne les biens bâtis et non bâtis pour lesquels le paiement de la taxe foncière n'avait pas été acquitté, la procédure est assez longue, ça dure environ 18 mois. Donc, c'est assez long et il faut être minutieux et organisé et réaliser bien toutes les démarches nécessaires. Et le dernier arrêté constitue donc le titre de propriété de la commune. Ensuite, pour les biens non bâtis, la procédure est différente. Normalement, au 1er mars, il y a le préfet qui est censé lister les biens qui sont présumés sans maître. Alors, il s'avère que dans certains départements, le préfet ne fait pas forcément cette liste. Ça dépend des départements. Donc, c'est depuis 2014 qu'il est censé réaliser cette liste.
Donc, la commune reçoit cet arrêté et doit lancer les démarches de publication comme pour les biens bâtis, pour lancer le délai de 6 mois pour retrouver l'éventuel propriétaire. Donc, nous, la SAFER, ici, on accompagne donc les collectivités. Déjà, dans un premier temps, on fait un listing à partir des données cadastrales. Donc, à la SAFER, on a accès à toutes les données cadastrales. On fait un tri, un premier tri pour voir quel bien pourrait rentrer dans la définition. Souvent, on fait un petit récapitulatif, voir s'il y a des biens bâtis ou non bâtis. On fait le point avec la commune. Et on regarde s'il y a un projet particulier, si ça peut répondre à certaines demandes, notamment d'agriculteurs ou de biens qui, des fois, souvent sont en ruine et ils ne trouvent pas de solution pour remettre en état le bâtiment, ou soit s'il y a des projets de réhabiliter ou de faire de construction, certains biens abandonnés peuvent répondre à cette demande. Donc, souvent, on fait un premier état des lieux et à partir de là, on enchaîne la procédure donc, que je vous ai citée auparavant. Donc, on les conseille, je leur rédige les modèles de délibération et je m'occupe également des formalités postérieures. Je me dépêche, je vois que peut-être le temps s'écoule. Après, une fois que la commune a appréhendé, si imaginons s'il y a des biens qu'ils ont appréhendés et qui n'ont pas de projet particulier, on peut les aider à la cession de ces biens et ajouter notamment un cahier des charges pour maintenir et préserver la destination des biens. Et donc, on a constaté que souvent, sur ces types de biens, on répond à différentes actions. Souvent, il y a les différents thèmes qui reviennent, urbains. Donc, souvent, on est sur de la revalorisation des bâtiments. Ça peut aussi permettre de mobiliser du foncier disponible dans l'enveloppe urbaine. C'est arrivé qu'on ait des terrains à bâtir. Après, on a aussi beaucoup de forêts. On a mis en place des restructurations, des restaurations de milieux. Et au niveau agricole, ça a pu permettre également de faire un nettoyage, de restructurer des exploitations agricoles, mais aussi certaines parcelles peuvent être mobilisées dans le cadre des projets alimentaires territoriaux. Alors, je sais pas, je suis désolée d'interrompre. Il vous reste il vous reste combien de diapos en fait? C'est juste ma dernière. C'était sur la dernière question sur les autres outils que la SAFER peut mettre à disposition pour une gestion économe du foncier. Il faut savoir aussi qu'on n'intervient pas que pour les procédures de biens sans maître. Il y a d'autres outils qui peuvent permettre à la gestion économe. Il faut savoir qu'on peut travailler pour les collectivités et mettre en place un diagnostic des marchés fonciers et également un observatoire des ventes et des achats à l'aide d'un outil qui s'appelle Vigifoncier. Et également, on peut intervenir à l'aide avec des conventions, dans le cadre de conventions avec les collectivités pour expertiser des biens, mettre en place des restructurations et notamment assurer la gestion durable des biens à travers le cahier des charges que j'ai pu citer auparavant. Bon, j'ai fait une présentation rapide, mais en gros, voilà, si vous avez des questions, je pourrais y répondre par la suite éventuellement. Oui, en fait, on va avoir la séance de questions-réponses ensuite. Voilà. Je pense que déjà, vous avez présenté un des outils, comme vous l'avez dit, c'est un des outils mobilisables, mais ce n'est pas le seul. Donc, maintenant, on va passer à l'intervention de l'EPF Nouvelle-Aquitaine qui va présenter un peu quel appui l'EPF peut apporter aux collectivités qui veulent mettre en place une stratégie en fait foncière pour justement dans l'optique de cette gestion économe de l'espace. Donc, ça va être peut-être Charles Canis, si vous voulez. Oui, bonjour à tous. Oui, donc voilà, comme vous le savez peut-être déjà, l'EPF de Nouvelle-Aquitaine, comme tous les établissements publics fonciers d'État,
intervient au nom des collectivités pour acheter du foncier, qu'il soit bâti ou non bâti, et les aider avec ce foncier à réaliser leurs projets, qui sont des projets d'aménagement, de construction, ou des projets de réhabilitation, voire même des projets économiques, enfin voilà, toutes sortes de projets. Donc nous, on est là pour les aider dans cette acquisition, le portage de ce foncier, et ensuite la revente à un opérateur, qui soit un promoteur, un bailleur, un opérateur économique, ou voire même parfois un particulier, ou la collectivité elle-même si elle réalise le projet. Mais donc avant que l'EPF intervienne, et avant même qu'on signe une convention avec cette collectivité, on va parfois se poser la question si l'intervention de l'EPF sur le foncier qui a été ciblé par la collectivité est appropriée en fait. Et donc on va aller voir justement s'il n'y a pas des opportunités foncières dans le centre-bourg, dans le centre-ville, quelque part sur la commune, qui seraient plus à même de répondre aux attentes de la commune vis-à-vis de son projet, tout en respectant des objectifs de sobriété foncière, comme ça a déjà pu être dit. Donc, nous, par exemple, on va réaliser des études de gisement foncier, hein. Donc, ces études de gisement foncier, elles visent à identifier tout le foncier qui pourrait être mobilisable facilement dans le tissu déjà urbanisé, que ce soit donc du foncier qui a la dureté foncière la plus basse, c'est-à-dire que ça va être un foncier qui présente une constructibilité importante au niveau du PLU. Ça va être, par exemple, un foncier qui est déjà à vendre, qui est affiché comme tel. Enfin, voilà, on croise tout un tas de facteurs comme ça pour dire à la collectivité, voilà, là, dans votre centre-ville, vous avez tel endroit, un bâtiment qui semble abandonné, qui pourrait être mobilisé pour faire de la réhabilitation. Là, vous avez une dent creuse qui pourrait être faire l'objet d'un projet de construction en densification du centre-bourg. Voilà, il y a tout un tas de possibilités en fonction du territoire sur lequel on travaille, et qui permettra justement d'éviter d'aller construire dans un champ de patates, comme ça a pu se faire pendant des dizaines d'années, en extension autour du centre-bourg, sachant que cette démarche, elle est parfois volontaire de la part des collectivités, parce qu'elles se rendent compte à la fois des enjeux écologiques et environnementaux auxquels elles doivent répondre, et aussi parce qu'il y a une pression au niveau des documents d'urbanisme vis-à-vis des objectifs de zéro artificialisation nette, et la réponse que les services de l'État apportent à l'examen de leurs documents d'urbanisme, qui fait que les zones constructibles sont de moins en moins nombreuses, et donc ça oblige les collectivités et les opérateurs qui interviennent pour elles à réinterroger leur intervention et à imaginer des solutions nouvelles en densification du centre-bourg, en réhabilitation. Donc voilà, ça oblige un petit peu tout le monde à travailler d'une façon nouvelle, à réinventer un petit peu toute une filière d'action, mais c'est voilà, encore une fois pour des objectifs de sobriété foncière. Voilà. Et du coup, donc là, on a pu voir avec l'exemple de Grand Poitiers, ou même ce qu'a présenté la SAFER, c'est que ces outils, c'est pas forcément évident de mettre en œuvre en fait cette gestion économe. Quelles difficultés, à quelles difficultés vous devez faire face quand vous êtes dans cette phase un peu d'étude, et puis ensuite de prise de contact avec les propriétaires pour mobiliser les biens? Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer en fait? Alors, souvent, lorsqu'on intervient sur un territoire rural en particulier, alors on va avoir une facilité parfois d'acquérir certains fonciers, parce qu'ils sont à des valeurs basses, hein, donc la pression elle est faible, il y a peu de
il y a peu de demandes, il y a peu d'offres, donc nous, on peut intervenir assez facilement. En revanche, la difficulté, ça va être de trouver des porteurs de projets, des opérateurs qui soient à même d'intervenir parce que tout simplement, ils y trouvent une rentabilité qui est bien plus faible que sur des territoires attractifs près du littoral ou près des grandes agglomérations. Donc, voilà, la vraie difficulté pour un certain nombre de territoires en France sur lesquels et donc nous en Nouvelle-Aquitaine sur lesquels on intervient, c'est voilà, de trouver un nouveau modèle économique quelque part qui puisse permettre à tous ces opérateurs d'intervenir sans intervenir à perte, évidemment, puisqu'il y a un certain nombre d'aides qui peuvent aider à débloquer certaines situations. On a le fonds Friche, par exemple, qui nous aide bien sur un certain nombre de collectivités. Qui peut permettre d'équilibrer certains bilans, mais parfois ça ne suffit pas. Et donc, la question se pose toujours de comment est-ce qu'on peut faire. Dernière question qu'on n'avait pas évoquée en préparation, mais ça me vient comme ça. C'est vrai que là, on a surtout parlé de mobilisation du foncier dans le cadre d'opérations on va dire, à but de construction de logements, habitat collectif, mais pour tout ce qui est zone d'activité, vous intervenez aussi si une collectivité vous sollicite ou Alors, c'est pas vraiment le cœur de métier de l'EPF. Nous, on intervient vraiment dans les centres-villes. On essaie au maximum d'agir sur la reconquête des centres-villes qui sont justement bien souvent les centres-bourgs sont en déprise en partie à cause du développement des zones d'activité périphériques. Donc, évidemment, on va pas aller dans le sens du développement de ces zones-là. On peut agir pour les acteurs économiques, mais sous d'autres formes, évidemment, que ce soit sur les rez-de-chaussée commerciaux des centres-bourgs, parfois sur des reconquêtes de friches industrielles qui sont parfois en centre-ville, parfois pas, mais effectivement, c'est du foncier qui est déjà artificialisé, donc sur lesquels on intervient pour justement y trouver une nouvelle affectation. Donc voilà. D'accord. Très bien. Bon. Merci à vous et d'avoir respecté le timing. Merci à tout le monde. Donc là, on a fini les présentations qui étaient un peu pour partager soit des expériences ou des outils qui peuvent être mobilisés. Donc maintenant, on va commencer la séquence de questions-réponses. Donc j'ai vu qu'il y avait déjà eu quelques questions dans le chat, que j'ai pas eu le temps. Donc oui, voilà. Johanna, si tu veux, je prends le relais. Donc il y a eu, alors ça pourrait être intéressant que les personnes qui ont posté, alors c'était par rapport aux documents d'urbanisme. Il y a deux exemples. Enfin, il y a les grands PLUI de Haute-Corrèze qui ont été cités et l'exemple de l'ancien PLU de Rosier d'Égleton. Alors, je me demandais si ça pouvait être intéressant de développer parce qu'à un moment donné, c'est sur le retour d'expérience et les exemples à fournir. Donc, il y a déjà ces premières interventions. Et ensuite, il y a eu un échange où la réponse a été donnée sur la proportion des biens sans maître et le potentiel que ça représentait. Donc, si j'ai bien compris, c'est un fort potentiel. Donc, ça veut dire que ça rend possible, ce type d'action pourrait effectivement concourir à reconquérir ces espaces. Voilà, moi, ce qui serait, enfin, j'ajoute une question en suspens, c'est peut-être insister sur les difficultés rencontrées là, sur les exemples qu'on a eus depuis, au moment des présentations, parce que c'est pas forcément ce qui émerge. Voilà, si les intervenants aussi pouvaient revenir sur leurs difficultés et aussi sur les éléments de réussite, parce qu'on ne peut pas parler que du négatif.
du coup, si on peut commencer par peut-être Monsieur Rabache et puis si les autres intervenants. Oui, comme j'avais laissé entendre, notre principale difficulté, nous, c'est on se focalise un petit peu, ce qui nous intéresse, c'est la séquence évitée dans le dispositif, parce que récompenser, j'allais dire, c'est technique ou financier, mais éviter, ça peut être politique et culturel. Et c'est vrai qu'en règle générale, on est toujours, nous, en porte-à-faux avec les projets qui, lorsqu'on les aborde, ils ont déjà été presque décidés, quoi. Donc, on a toujours l'impression que notre contribution, c'est de dire il ne faut rien faire, il ne faut pas bouger et autres. Bon, on considère que de toute façon, l'environnement, c'est quelque chose qui s'adapte à notre mode de vie et notre mode de vie s'adaptera à l'environnement. Donc, l'environnement doit bouger puisque notre mode de vie évolue. Ça, le but, ce n'est pas de sanctuariser notre environnement. Par contre, on est en train souvent de répondre, notamment par des projets d'aménagement, d'urbanisation, de transport, parce que quand on urbanise, il faut penser qu'il faut aussi que les gens se déplacent. Donc, ça génère des outils, des infrastructures de transport qui consomment aussi du territoire, qui artificialisent les sols. Et on est en train, nous, des fois, de dire, vous êtes souvent en train de faire des projets qui vont rendre facile les déplacements, qui vont rendre facile qu'on aille travailler loin de son travail, qui vont rendre facile de prendre la voiture. Et puis d'un autre côté, on va avoir des injonctions politiques en disant aux gens, faites attention, roulez pas trop vite et autres, et on fait tout pour qu'on aille vite, quoi. Les routes sont dangereuses, donc on coupe les arbres, on les élargisse, alors qu'il suffirait de laisser les nids de poules pour qu'on roule à 30 à l'heure, quoi. Il n'y aurait pas d'accident, quoi. Donc je caricature, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des réponses politiques qui sont générales et qui vont être expliquées à la population et dans lesquelles ensuite on va s'adapter. Mais actuellement, on a des aménagements qui datent un petit peu de ce qu'on a voulu faire dans les années 80-90 et on a encore ces projets-là. Et derrière, on est en train de vouloir les rendre compatibles avec les exigences environnementales et ça, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Voilà. Donc, notre difficulté, nous, elle est surtout là, c'est sur la genèse des projets. On est en train de dire qu'il faut arrêter de proposer des aménagements. Et c'est effectivement là qu'on n'est, j'allais dire, pas trop efficace parce qu'on n'est pas écouté et qu'on est perçu comme étant des empêcheurs de tourner en rond. Bon, merci. Du coup, je vois qu'il y a une question pour Yvonne Guinard, je pense dans le cadre justement de l'opération, ce que mène actuellement Grand Poitiers dans le chat. Du coup, est-ce que vous arrivez à mobiliser des espaces verts, en fait? Alors, créer en tissu de faubourg, il y a une majuscule, mais je pense que c'est les faubourgs ou c'est un nom de quartier? Non, je pense que c'est comme le site qu'on a évoqué, il est dans un faubourg pavillonnaire de Poitiers. Oui, d'accord. Et donc oui, l'espace vert que j'ai évoqué, qui était jusqu'à présent un simple espace vert géré en fauche, va être normalement dévolu à un projet d'agriculture urbaine avec un objectif de biodiversité positive sur ce site-là. On travaille avec l'université notamment à essayer de valoriser ces espaces-là. Et je voulais juste compléter par rapport à arriver au bon moment de la procédure. Donc nous, effectivement, le PLUI qu'on va élaborer, il vise à construire la ville de demain, et pas essayer d'adapter la ville d'aujourd'hui d'hier aux exigences d'aujourd'hui. Et donc on va s'entourer, et on s'entoure d'un maximum de conseils, y compris les associations de protection de la nature de notre territoire qui vont nous accompagner dans l'élaboration du PLUI. Justement, pour faire le lien avec les interventions de la SAFER et de l'EPF, est-ce que du coup, dans le cadre de l'opération que vous avez en cours, vous avez mobilisé l'outil, donc mobilisation des biens 100 mètres ou pas, ou vous n'en êtes pas encore à cette étape en fait? Alors là, non. C'est des opportunités foncières qui se sont présentées, donc acquisition à l'échelle d'un îlot, acquisition d'un équipement, d'infrastructure, et puis c'est l'opérateur qui conduit l'opération. Donc, on n'a pas eu à mobiliser cet outil-là. Moi, c'est un outil que je croise en général plutôt sur la restauration des milieux en bordure de cours d'eau,
On a des restaurations de boisements alluviaux, ce genre de choses, derrière des peupleraies à l'abandon. Très souvent, on se retrouve confronté au problème des biens sans maître, puisque c'est des héritages d'héritages d'héritages dont on dont on trouve plus à qui demander d'assurer l'entretien. Mais en milieu urbain, pour l'instant, on n'a pas été confronté au problème. Comme on est dans le temps de partage d'expérience, je vois qu'il y a des collectivités qui sont aussi présentes en tant que participants. Je vois notamment qu'il y a quelqu'un de l'agglo de Pau. Est-ce que au niveau de l'agglo de Pau, il y a un peu une politique de mettre en place une gestion plus économe du foncier? Quelle est un peu la politique au niveau de cette collectivité? Ouais, bonjour. Donc Alexia Quintin, moi je fais partie du service espace naturel biodiversité. Et c'est vrai que sur ces questions vraiment enfin, nous on est en plein dans la problématique parce qu'on a la ville-centre qui perd des habitants régulièrement et depuis de nombreuses années, malgré les programmes locaux de l'habitat, malgré toutes les politiques qui sont mises en place. Et on a toujours plus de construction néanmoins sur la ville de Pau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un territoire où il n'y a pas plus d'habitants, mais il y a effectivement toujours plus d'artificialisation. Et avec une demande, l'enjeu, c'est vraiment de croiser l'offre et la demande, mais la demande, elle est bien aujourd'hui d'aller sur les communes périurbaines. Et encore hier, on était dans une des communes les plus rurales, où on a, via le PLUI, sur les opérations d'aménagement, essayé effectivement déjà de travailler sur des lots moins importants. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur des lots de 500 mètres carrés. Mais aujourd'hui, ils n'arrivent pas à vendre parce que les gens cherchent avant tout des grands lots, encore de 1000 mètres carrés. Donc en fait, j'écoute attentivement les témoignages, mais c'est vrai que sur le terrain, c'est pas si simple. Parce que même en termes de forme urbaine, quand on va travailler sur des formes urbaines, avec plutôt des logements en mitoyenneté ou plutôt économes, il y a beaucoup de turnover parce que finalement, c'est pas ce que les gens recherchent. Donc il y a des choses qui sont mises en place. On a adopté le PLUI en 2019 où il y a déjà eu, on avait énormément de zones ouvertes à l'urbanisation, donc il y a déjà 50% des zones ouvertes à l'urbanisation qui ont été reclassées en zone agricole et naturelle. C'est un premier effort, mais bon, qui est pas suffisant, en tout cas au vu des nouveaux objectifs de zéro artificialisation nette. Mais c'est vrai c'est pour ça que je suis dans cet atelier très, très attentif parce qu'on est encore en recherche il y a quelques outils, mais pour vraiment infléchir la tendance, on est encore en recherche. Alors, j'apporte pas beaucoup de solutions, désolée. Et finalement, donc vous indiquez que vous avez finalement fermé des zones à l'urbanisation là via le Ouais. PLUI de 2019. Ouais. Mais au final, il y a encore, ça a été compliqué de faire passer cette décision. Politiquement, voilà comment ça a été perçu et qu'est-ce qui a fait que ça a pu être quelque part validé. Et est-ce que vous avez un objectif à moyen terme, vu que maintenant il y a le zéro artificialisation nette, d'être encore plus ambitieux? Ouais, alors je crois que le fait d'être passé de plus communaux à plus intercommunal, ça a vraiment aidé. Enfin, je pense que sans ça, on n'aurait pas réussi à déclasser autant de terrain. Parce que les maires, ils sont aussi aux prises quotidiennement avec les propriétaires et le fait à un moment donné de changer d'échelle et qu'ils ne soient plus finalement les seuls porteurs des décisions, je pense que ça a aidé. Donc c'est vraiment l'outil PLUI, le fait que ça devienne de compétence intercommunale qui a été vraiment un levier. Et ça a été plutôt bien. Alors on ne s'y attendait pas, mais finalement même de la part des maires, ça a été plutôt bien accepté. Après, ça a été une démarche très pragmatique. On s'était fait accompagner, c'est avec l'agence d'urbanisme qui avait accompagné le PLUI et qui a vraiment travaillé sur la définition, enfin ça a été très méthodique, de ce on a appelé le tissu urbain constitué, c'est-à-dire un petit peu comme la démarche qui était déjà présentée, c'est que
ont vraiment été inventoriés aujourd'hui, que ce soit sur les bourgs ou dans les villes, hein, mais vraiment le tissu urbain continu. On a identifié au sein de ce tissu-là, au sein de ces enveloppes, toutes les dents creuses, tous les potentiels de renouvellement, de dents creuses, de division foncière aussi. Et donc, ça a permis d'évaluer sur 10 ans, sur la durée du PLUI, le potentiel d'urbanisation et de le confronter aux projections démographiques. On s'est conformé au SCOT, hein. On a repris les projections du SCOT, et donc de montrer qu'effectivement, déjà, si on urbanisait au sein de ces tissus urbains, ce qu'on appelait les tissus urbains constitués, on n'avait pas besoin d'aller en dehors, sur du mitage, voilà, on n'avait pas besoin de ça. Donc finalement, c'est cette approche un petit peu très, très factuelle aussi, et puis qui a permis finalement de faire accepter, c'est une évolution quand même assez importante. Alors après, ce qu'on se rend compte, c'est que là, il y a le SCOT, hein, qui effectivement, on était sur les projections du SCOT, donc là, il y a le SCOT qui est réévalué. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les projections du SCOT étaient largement surestimées. Donc, on est encore avec quelque part trop de zones ouvertes à l'urbanisation, malgré l'effort qui a déjà été fait. Donc là, la prochaine étape, c'est déjà l'évaluation du SCOT et puis le nouveau SCOT qui sera élaboré. Et puis, dans ce cadre-là, il y aura sûrement une nouvelle étape qui sera franchie. Mais bon, là, c'est tout récent, hein. Le PLUI, on l'a adopté fin 2019, donc on est pour l'instant sur ça. Et après, là, sur l'objectif zéro artificialisation nette, on vient tout juste d'adopter, alors là, c'est plutôt dans le cadre de la politique biodiversité que ça a été discuté, un plan biodiversité, où effectivement nos élus ont validé le fait, c'était juste avant la loi climat et résilience, de s'engager, au moins de tendre vers le zéro artificialisation nette, mais pas 2050, mais 2030. Donc là, nous, on va démarrer parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le PLUI, on a besoin d'observer un peu ce qui se passe sur le territoire et d'un observatoire, justement, pour, dans le prochain PLUI, pouvoir mieux anticiper ça. Et donc, notre première action, là, ça va être plutôt de travailler avec l'agence d'urbanisme et d'autres sur un observatoire du foncier pour essayer de mieux comprendre, en fait, déjà, ce qui se passe sur le territoire, où ça construit, enfin, voilà, pour qui, pourquoi. Donc, en tout cas, là, c'est notre action, c'est notre chantier, c'est d'avoir cet observatoire pour mieux identifier les dynamiques, quoi, et du coup, mieux les anticiper et créer des outils un peu plus adaptés. Merci. Je vois qu'il y a donc Édouard Bordelais. Vous voulez intervenir? Et ensuite Morgane Coïc. Ouais. Oui, moi je voulais juste, bonjour à tous, Édouard Bordelais, SAFER Nouvelle-Aquitaine. Je voulais juste revenir sur le sujet de la planification parce que de mon point de vue, c'est le seul outil qui permettra effectivement d'aller vers plus de sobriété foncière et de limiter au maximum l'étalement urbain. Et en fait, on se rend compte à chaque fois que les collectivités effectivement font des efforts, mais l'appréhension de ce sujet-là, la construction d'un PLUI, systématiquement, les élus partent du sujet urbain. Le sujet agricole est totalement absent, les problématiques environnementales, j'en parle même pas. Et au final, c'est toujours la variable d'ajustement. Et je sais qu'il y a un territoire en Nouvelle-Aquitaine, il me semble que c'est le territoire de Bergerac, qui sont en train effectivement de construire leur PLUI. Les discussions que j'avais eues avec eux datent d'1 an et demi, 2 ans, donc peut-être qu'il est aujourd'hui terminé. Et à l'époque, c'était assez intéressant parce qu'ils sont partis plutôt du sujet agricole, finalement, des problématiques, des enjeux environnementaux de leur territoire, pour déjà avoir un bel état des lieux sur cette situation-là et voir finalement ce qui pourrait être fait aussi pour développer des synergies entre ces enjeux-là. Et à l'inverse, revenir sur l'enveloppe urbaine pour répondre aux besoins divers de ce territoire-là. Mais c'est vrai que la philosophie étant totalement différente, au final, ils sont partis d'une feuille blanche et ils n'ont pas repris, on va dire, les documents d'urbanisme de l'époque qui systématiquement englobent des zones à urbaniser qui sont tout systématiquement titanesques. Enfin, nous, on travaille. Alors, une des missions de la SAFER, c'est aussi d'accompagner les collectivités territoriales dans leur développement local. Nous, on n'a pas d'action pour dire au niveau des documents d'urbanisme, est-ce que c'est bien ou pas, mais par contre, on est un peu lanceur d'alerte en leur disant attention, vous voyez les surfaces qui vont être consommées. Une de nos missions, c'est aussi d'accompagner ces répercussions par rapport aux exploitants agricoles qui sont impactés, par rapport aussi aux problématiques environnementales qu'il peut y avoir. Et on s'en rend compte. Donc, systématiquement, déjà, l'enjeu agricole est, encore une fois, souvent mis vraiment de côté.
et c'est des surfaces qui disparaissent systématiquement. Alors même si effectivement il y a des objectifs qui sont ambitieux via le SRADET, on est loin du ZAN et on le sera encore loin. Aujourd'hui, quand on regarde finalement la consommation d'espace, dont Morgane le présentait ce matin, même à l'échelle nationale, en gros, effectivement, on est passé d'un département tous les 7 ans consommé en 2008 à un département tous les 14 ans cette année, donc on a divisé par 2, on va dire. Mais globalement, c'est la crise économique et le Covid qui ont créé des décrochements. Alors, il y a eu des prises de conscience, il y a des efforts, il y a aussi des dispositifs législatifs qui viennent cadrer tout ça, mais on est encore loin, on va dire, de ne plus consommer d'espace agricole et naturel. Et ça, c'est une réalité. Quand on voit encore les projets de zones d'activité économique, notamment en Limousin, parce qu'ils sont titanesques, parce que voilà, je pense que c'est normal, il y a un décalage aussi par rapport à certains territoires, mais c'est juste une réalité qu'on voit partout. Donc voilà, pour moi, le sujet, c'est vraiment cette planification avec des volets peut-être plus équilibrés aussi entre voilà, les enjeux agricoles, urbains, environnementaux. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et puis après, sur le sujet des biens sans maître, en complément de la présentation de Margot, simplement pour dire effectivement que c'est pas, voilà, Margot l'a très bien expliqué, c'est pas une prérogative directe des SAFER. Nous, on a été sur ce sujet-là parce que les collectivités, on travaille beaucoup voilà, en lien avec elles. Elles sont souvent démunies sur cette procédure-là. Par contre, le potentiel, il est très variable. Donc, pour moi, la base, c'est déjà un peu aussi pour faire écho à ce que disait la personne de l'EPF. Les études de gisement foncier, finalement, pour moi, c'est le deuxième outil qui est hyper intéressant pour aller vers plus de sobriété foncière. Il va mettre en évidence aussi des gisements fonciers, on va dire, qui certaines fois sont des biens sans maître. Et à partir de là, on peut mettre en place cette procédure. Il y a des collectivités qui le font très bien en solo, hein, il n'y a pas de souci. Et quand on met en place la procédure, ben, c'est vrai qu'on intègre tous les biens du territoire, donc des biens agricoles, naturels, forestiers, urbains, etc. Et certaines fois, on se rend compte qu'il y a aussi des enveloppes foncières intéressantes dans l'enveloppe urbaine, avec des terrains à bâtir. Voilà, on a une commune récemment là, avec un terrain à bâtir intéressant. On a différents bâtis aussi un peu en ruine qui sont en plus de la responsabilité du maire. Hein, donc s'il y a un souci, donc c'est aussi le moment, on va dire, de reprendre le sujet en main, de reconvertir ça et de revaloriser cet espace-là pour d'autres projets. Donc voilà un peu pour les quelques compléments que je voulais apporter. Merci. Peut-être Morgane Coïc, et puis ensuite je vois Élise Enrault qui a souhaité prendre la parole. Ouais, merci. Oui, bonjour, service foncier de la région Nouvelle-Aquitaine. Moi, juste quelques retours par rapport à ce qui a été dit. C'est vrai que la séquence ERC, on va dire qu'elle est notamment à la croisée entre les politiques d'aménagement et les politiques de préservation de biodiversité. On voit qu'il y a beaucoup d'acteurs, parfois des injonctions contradictoires. Et c'est ça qui fait aussi la difficulté. Hein. Nous, on le voit au service foncier, avec la réduction de la consommation foncière, avec la loi climat et résilience, on se pose beaucoup de questions, on n'a pas forcément les réponses. Je pense qu'il faut vraiment trouver une complémentarité entre acteurs, entre thématiques et ne pas travailler en silo. Et puis, une autre réflexion qui me vient en écoutant les différents intervenants, c'est vrai que le travail, il est à plusieurs niveaux. Il y a l'observation, hein, on l'a dit, besoin de connaître, de comprendre pour agir, où sont les dents creuses, où on peut mobiliser des friches. On a aussi beaucoup de pédagogie à avoir, de la pédagogie pour les habitants, parce qu'effectivement, il faut aussi leur faire comprendre tous ces enjeux-là. Hein. On a envie d'un grand terrain, de sa piscine, son barbecue, mais bon, voilà, on n'est pas tout seul, quoi. Et puis, les techniciens, même si quand on discute entre nous, je pense qu'on est plutôt tous conscients et tous d'accord, mais la mise en œuvre, c'est autre chose. Et puis, les élus aussi, je pense que c'est important de être sobre en foncier. Ça ne veut pas forcément dire ne pas se développer. Parce que c'est souvent aussi ce qu'on peut entendre. Il y a besoin d'animation, hein, partager les bonnes pratiques, c'est aussi ce qui est fait dans l'atelier. On voit qu'il y a des territoires qui sont vraiment actifs et c'est intéressant aussi de voir les expériences. Et puis, je pense qu'il faut réfléchir au niveau architectural, hein, parce qu'il faut faire envie de ville. Travailler sur les formes urbaines, mais pas que, quoi. La ville, c'est pas que l'habitat, c'est aussi la nature, l'agriculture. Voilà, on peut trouver de nouvelles formes d'habiter. Et puis, tout ce qui est dans l'aide à l'ingénierie, le volet opérationnel, notamment le financement, puisque la réhabilitation, c'est aussi plus cher que d'aller
que d'aller construire sur un terrain nu. Voilà, donc c'est toute cette dynamique qui est longue, qui est difficile, mais qui est faisable. On voit quand même qu'on est nombreux à converger, en tout cas sur ces sujets-là, quoi. Ouais, merci, ça donne pas mal de pistes de réflexion et d'action. Je pense que Céline a pris des notes. Élise Henrault, vous vouliez intervenir? Oui, bonjour. Je voudrais juste apporter un petit témoignage. Donc, j'accompagne les collectivités dans l'élaboration de leur PLU, PLUI. Et effectivement, enfin, pour arriver à réduire la consommation d'espace, il faut que la collectivité soit ambitieuse et qu'elle y croit. Et il faut aussi qu'elle soit bien accompagnée. Moi, je vois souvent, quand je travaille avec des équipes, en début d'élaboration, ils sont frileux, ils ont justement peur, on ne pourra plus se développer, on ne pourra plus avoir de projet, on ne peut plus rien faire. Alors, je précise, je travaille en milieu rural, dans des territoires plutôt peu denses, donc plutôt côté Massif central. Et puis, donc, il y a cette crainte, il n'y a que Bordeaux qui va pouvoir se développer, nous, on ne se développe pas. Donc, vraiment, au départ, on a ce discours-là. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, le discours évolue et puis je leur fais prendre conscience qu'en fait, l'objectif, ce n'est pas de plus rien faire, mais c'est de faire aux bons endroits et en fonction des projets. Donc, plus on avance et plus les élus comprennent ce que c'est qu'un PLU aussi, parce qu'au début, ils ne se rendent pas compte, ils ont plus l'impression, voilà, on voudrait pouvoir continuer à construire, donc où est-ce qu'on met des zones constructibles, jusqu'à un moment donné où ils arrivent à comprendre qu'avec un PLU, c'est aussi comment notre territoire dans 10 ans, comment on veut que notre territoire soit dans 10 ans, comment on veut mieux vivre dans 10 ans. Et donc, du coup, la question de l'ouverture et l'urbanisation des zones n'est plus la première entrée dans le document d'urbanisme. Donc ça, c'est l'aspect un petit peu positif. Maintenant, l'aspect négatif, je vous mettais en commentaire. En 2017, la commune de Rosiers-d'Égletons, je vous prends celle-là en exemple, parce que je suis allée voir l'autre jour et j'ai été abasourdie. Donc en 2017, elle a approuvé son PLU. On avait fait un gros travail avec les élus qui comprennent que voilà, on n'ouvre plus l'urbanisation n'importe où. On est en loi montagne, on ouvre l'urbanisation au niveau du bourg, éventuellement au niveau de villages, quand c'est des villages et pas 3 maisons qui sont considérées comme un village. Et l'autre jour, par curiosité, je suis allée voir le PLUI qui a été approuvé. Et tout le boulot qu'on a fait en 2017, il est par terre parce qu'il y a ce qu'on appelle des STECAL qui sont définis partout. Il y a des orientations d'aménagement et de programmation qui sont faites avec des terrains beaucoup plus grands. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'orientation d'aménagement et de programmation. Finalement, ça serait pareil, voire ça serait peut-être mieux parce que du coup, on impose presque des terrains super grands dans des secteurs où peut-être qu'il pourrait y avoir des lieux, une urbanisation plus dense. Donc, du coup, et ce n'est pas faute d'être accompagné par la DDT. C'est-à-dire que les DDT, au moment de l'élaboration, je vois, moi, je bosse en Corrèze, dans le Cantal, en Dordogne, bientôt dans le Puy-de-Dôme, les DDT sont là, elles accompagnent, elles sont assez vigilantes. Et puis, quand on en arrive au contrôle de légalité, à l'approbation contrôle de légalité, et je pense notamment à des territoires… Là, je pensais qu'il était très grand, ce territoire, parce que je confondais avec le périmètre du SCOT. En fait, cette interco n'est pas si grande que ça, donc j'ai un peu peur de ce qui va se passer sur l'interco qui est plus haut, la Haute-Corrèze Communauté, où là, on est sur la moitié du département, sur un PLUI, par exemple. Enfin, je caricature, mais pas loin, hein, on doit être bien un tiers du département. Donc, à ce niveau-là, on a un mitage qui est monstrueux et je ne suis pas sûre qu'on arrive au zéro artificialisation nette. Et je partage tout à fait l'intervention de M. Rabache. Et moi, je pousse les collectivités mais à inviter les associations de protection de l'environnement pour qu'elles puissent entendre le point de vue de ces associations. Après, je comprends bien que les associations n'ont pas la force en nombre d'humains derrière pour suivre les dossiers. Donc, c'est sûr que c'est bien dommage, mais c'est aussi notre rôle d'aller avertir aussi
ces associations pour qu'il y ait un contre-pouvoir quand les collectivités ne sont pas conscientes de cet objectif que pour éviter, c'est déjà pas zoner n'importe où. Et voilà, il y a vraiment un besoin de contre-pouvoir derrière. Et du coup, là, l'exemple que vous donniez où finalement vous aviez travaillé sur le document et puis est-ce que c'est au niveau des, enfin, qu'est-ce qui a fait varier autant en fait votre proposition et puis ce qui a été validé en fait ensuite? Je pense que ce qui a fait varier, c'est que, alors je ne sais pas si les équipes en place ont changé entre-temps, les équipes municipales, mais après, c'est aussi un petit peu, c'est le rôle du bureau d'études qui va dire on rase gratis, en quelque sorte. Alors ça, j'en sais rien non plus, je n'ai pas suivi, donc je ne peux pas donner de point de vue là-dessus. Par contre, en off, j'ai eu des retours de personnes en DDT qui me disaient, nous, on n'est vraiment pas nombreux, tous les documents nous arrivent en même temps, ils sont gigantesques et on n'a pas les moyens humains pour aller voir que toutes ces zones, finalement, sont justifiées, pas justifiées, et de comparer. Parce qu'un simple travail de comparaison, quand je dis simple, je ne dis pas qu'il est court, ça prend du temps. Mais si derrière, on ne met pas les moyens humains, on a des beaux discours comme on a eu ce matin. Et puis après, dans les faits, moi qui ai vu le passage, par exemple, de carte communale ou de rien à des documents d'urbanisme qui commencent à devenir un petit peu ambitieux. Et puis là, quand on repart sur du PLU, alors je ne suis pas contre le PLUI, au contraire, pour moi, c'est des échelles intéressantes, mais pas des échelles intéressantes au niveau d'un département. C'est-à-dire qu'on fait un PLUI à 50 communes, c'est du grand n'importe quoi. Donc, du coup, à mon avis, c'est ça, c'est les moyens humains derrière en contrôle qui disent, parce que là, quand on dit le SRADET, il est ambitieux, pour moi, il n'est pas ambitieux, le SRADET. Le SRADET, il dit, on réduit de 50% la conso d'espace. Au final, c'est ce que demande la loi. Donc, il n'est pas plus ambitieux que ça. Ce n'est pas que le nôtre, c'est pour avoir travaillé sur, regarder d'autres SRADET, c'est tous un peu pareil sur la question de la conso d'espace. Ok, merci. Je ne sais pas s'il y a encore une dernière intervention. Céline, est-ce qu'on prend une dernière question ou réaction? Oui, je reviens dans la conversation. J'ai noté beaucoup de choses, donc ça sera bien. On va peut-être pouvoir. On peut. Je pense qu'il y a encore on va se donner 5 grosses minutes d'échange. C'est possible. Je vois une main qui s'est levée, Monsieur Gallardo, si vous voulez intervenir. Oui, bonjour. Je souhaitais intervenir pour partager un exemple qui relate un peu le changement d'échelle et le report de responsabilité à ces différentes échelles. Voilà, je travaille pour la société AltoStep qui accompagne un promoteur immobilier à Montpellier sur la réalisation d'un cas par cas. Et le CGEDD, parce que c'est lui qui s'est emparé de la question et pas la MRAE, a émis une décision de soumission à évaluation environnementale pour lequel le promoteur a décidé de faire un recours. Et recours dont la réponse aboutit à la même décision, au maintien de la décision du CGEDD. Ce qui était assez intéressant, en fait, c'était que c'était donc un îlot d'une ZAC qui est au sud de Montpellier, qui se connecte à la gare de Montpellier Sud, gare qui est à proximité du contournement autoroutier de Montpellier. Et en fait, dans la décision du CGEDD, il était indiqué que ce projet devait faire l'évaluation environnementale non seulement du projet de ZAC, du projet urbain, mais aussi de la gare, mais aussi du contournement ferroviaire, mais aussi du contournement autoroutier. Et en fait, on se retrouvait dans une situation presque ubuesque où des projets qui avaient été autorisés, réalisés, évalués environnementalement et fonctionnels. La gare, c'était 2004 notamment, donc des projets assez anciens, où donc ce projet, un promoteur privé devait porter la question notamment de l'artificialisation
de nouvelles terres, mais pas seulement, hein, la création de nuisances sonores, la création de nuisances de qualité de l'air, à cette échelle-là, alors qu'il y avait eu un certain nombre de temps, un certain nombre d'espaces qui avaient été étapes qui avaient été passées. Et je trouve cet exemple assez parlant dans la situation actuelle où l'on est, c'est-à-dire que le ZAN n'est pas encore appliqué, il y a eu un certain nombre de coups partis qui sont faits, et puis même l'expression coup parti est peut-être un peu simpliste parce que c'était même une pratique généralisée de ne pas se poser la question de l'artificialisation et des impacts de nos aménagements. Et que cela se reporte en fait sur des échelles plus presque inadaptées, parce qu'un promoteur privé n'a pas apporté la responsabilité de l'ensemble de ces aménagements-là, même si la logique des évaluations environnementales pointe bien les effets cumulés, mais en fait l'effet cumulé, c'est le dernier arrivé qui a perdu. Et ça, je trouve l'exemple qui est presque une caricature, mais en même temps réel, assez parlant dans l'application non seulement du zéro artificialisation nette, mais aussi dans la capacité à trouver une démarche ERC pertinente, alors que les projets ont déjà fait l'objet d'une évaluation environnementale, ont déjà été réalisés, mis en œuvre, exploités. Et aller évaluer, ne serait-ce que s'amuser à évaluer, de trouver une période de référence pour ces projets-là est presque impossible. Donc, c'est voilà, un partage d'expérience qui pointe un certain nombre de questions sur le jeu d'échelle, sur les effets cumulés, sur aussi à qui revient la mise en œuvre de l'ensemble des mesures ERC, hein, que ce soit biodiversité, artificialisation et l'ensemble des thématiques. Merci. Juste par rapport à votre exemple, du coup, finalement, ce que vous disiez, c'est que le juge administratif a été dans le sens de l'autorité environnementale, si j'ai bien compris. Le recours était un recours gracieux. Donc c'était recours gracieux, d'accord. Ok. Voilà. Oui. Donc, très bien. Céline, peut-être si tu veux qu'on commence. Oui, je vais vous mettre en partage un document que je vais commencer. Alors, tu vas me dire, Johanna, si ça fonctionne. Voilà. Ça y est, c'est bon, ça vient. Alors, je remonte. Excusez-moi pour les... Voilà, donc ça c'est la page d'accueil. Donc je vais directement sur quelles sont les principales difficultés rencontrées. Donc j'ai noté, alors c'est un peu au fil de l'eau, tout en essayant de recouper des interventions, des remarques sur des interventions. Donc moi, la première chose, c'était pour le premier intervenant, la question de l'utilité des projets d'aménagement n'est jamais posée. Et la séquence évitée n'est pas assez portée. Alors, je l'ai traduit comme ça. La construction de nouvelles infrastructures linéaires et d'amélioration des itinéraires routiers ça dénote une certaine contradiction avec la sobriété énergétique demandée aux citoyens. Je vais noter ça également. Alors, est-ce qu'on est dans le sujet ou pas? Question. Un modèle d'urbanisation en milieu rural qui impacte les milieux naturels. Alors, j'ai noté des parcelles de 1600 m² en moyenne en Limousin donc, c'est encore le modèle actuellement. Il y a aussi l'exemple de l'agglomération de Pau où les petites parcelles ne trouvent pas d'acquéreur. La question de l'acceptation sociale de la densification et aussi la question des collectivités périurbaines encore frileuses sur le changement de modèle. Alors, on l'a vu dans l'exemple du Grand Poitiers. J'ai noté aussi dans les difficultés le fait que les procédures soient longues. Donc, celle des biens 100 mètres, mais je pense que ce n'est pas exhaustif sur ces questions-là.
Les associations ne sont pas assez associées en amont et les projets sont déjà finalisés quand ils sont soumis à avis des citoyens. Alors, ça, c'est peut-être la procédure qui est remise en cause, tout simplement. Pression foncière faible, donc des territoires qui ont des pressions foncières faibles, acquisition facile, mais la rentabilité est faible, donc absence d'opérateurs intéressés. Outils de planification, ils ne portent pas assez encore leurs effets, ne vont pas assez loin et pourraient être construits différemment. Et j'ai noté, alors je l'ai mis en rouge parce que enfin, tout le reste est à partager, mais les services instructeurs ne sont pas assez dotés pour assurer leur rôle. Et non pas assumer, hein, assurer. Diversité des acteurs sur ces objectifs qui compliquent l'atteinte des résultats. Je vais peut-être laisser, donc on a 4 diapositives à voir. Est-ce que j'enchaîne? Est-ce qu'il y a des remarques? Moi, j'avais une remarque. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est sur cette diapo ou pas, mais moi, la question que je me pose aussi, c'est sur la valeur du foncier. Et quand je parle de valeur du foncier, je ne parle pas que de la valeur monétaire du foncier. Parce qu'on voit bien que la mise en place de la séquence ERC, l'absence d'artificialisation nette à atteindre en 2050, quel sera l'impact sur le coût du foncier? Alors là, le coût monétaire, mais est-ce qu'on ne peut pas donner d'autres valeurs au foncier? Une valeur naturelle, une valeur agricole, enfin voilà. Mais on parle beaucoup dans la périurbanisation, effectivement, de certains ménages qui sont mis à l'écart des centres-villes. Il ne faudrait pas que dans la mise en œuvre de toutes ces actions, on en arrive aussi à écarter tout un pan de la société avec finalement cet accès au foncier. C'est toujours la difficulté de l'accès au foncier. Alors, l'accès au foncier, voilà. Ouais, je l'ai noté là, mais je pense que je viendrai la rechercher tout à l'heure pour la diapo sur les perspectives. Ouais. Juste moi pour compléter, parce qu'on a déjà les effets du PLUI avec effectivement la forte réduction des terrains qui a eu un impact fort là sur l'augmentation du coût de ces terrains. Donc c'est vrai que c'est aussi une question. Voilà, ça a pris beaucoup de valeur et donc se pose la question effectivement sur cette première couronne périurbaine de l'accès pour certaines populations. Oui, peut-être Jean-Jacques Ravache, là, par rapport aux informations qui sont données, juste une petite précision là, sur la question de l'unité des projets d'aménagement qui est jamais posée. C'est la question n'est jamais posée sur l'intérêt par rapport aux enjeux de demain. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, quand les gens veulent faire une autoroute, une route ou un lotissement, l'utilité, ils vont nous la démontrer, mais c'est aux enjeux de demain. Ces projets-là, voilà, l'utilité n'est pas forcément en rapport avec les enjeux de demain, puisqu'on est sur des modèles de développement, on en a parlé, mais du siècle passé. Et puis quand je parlais un petit peu de parcelles de 1600 m², ce n'est pas des parcelles, en fait, c'était le taux d'artificialisation un petit peu en Limousin. Il est de 800 m² au niveau national, je crois, et en fait, il est de 1600 m² en Limousin, mais c'est le taux d'artificialisation du Limousin, hein, voilà. Qui veut dire qu'effectivement, notre mode de vie consomme par habitant, et ça s'explique par la démographie, 2 fois plus d'espace artificialisé par habitant que la moyenne. Mais ça rend aussi difficile le fait de demander aux gens, parce que ça ne se voit pas, de consommer moins d'espace. Voilà. C'est pas facile. Parce qu'il y a de l'espace chez nous. Est-ce que je peux enchaîner sur la deuxième diapo, Johanna? Oui, je pense. Vu le temps, oui, je pense. Allez, on enchaîne. Alors, quels sont les retours positifs? J'ai essayé d'en trouver. Alors, je ne sais pas si le premier vraiment a validé. L'effet Covid n'a pas eu d'impact pénalisant sur l'artificialisation. En tout cas, voilà, en zone rurale, c'est plutôt un effet. Il y a une redynamisation, moi, ce que j'ai noté. Mais est-ce qu'on n'est pas hors sujet? Voilà. SAFER aussi. Alors, moi, j'ai noté les quelques autres idées que les actions SAFER produisaient, la recyclage de bâtiments, des terrains à bâtir qui étaient enclavés, hein, pas en extension, restauration de milieux, restructuration d'exploitation, projets alimentaires territoriaux.
Les documents d'urbanisme contraignent un peu mieux les projets qui concourent à l'artificialisation des sols, mais pas assez. Donc, moi, dans ce que j'ai entendu, c'est que quand même, il y a quelques effets positifs des documents de planification. Et l'outil PLUI, pardon, est la bonne échelle pour traiter ces problématiques, alors en termes de gouvernance, et apporter une observation des territoires pertinente. Donc, c'est l'intervention de la personne de l'agglomération de Pau. Hein, donc, j'ai noté entre parenthèses tissu urbain constitué, l'exemple du PLUI de Pau. J'ai pas noté plus de retours positifs, mais dites-moi. Alors, toujours sur Ravache, là, je reviens sur la partie donc, effet Covid. Quand je parlais de redynamisation, je disais qu'effectivement, il n'y avait pas eu, à ma connaissance, hein, parce que ça n'a pas fait l'objet de beaucoup d'informations qui sont revenues dans les associations, de problématiques liées à de nombreuses personnes qui sont venues réutiliser des espaces ruraux. En Limousin, il y a effectivement beaucoup de biens qui n'étaient pas occupés. Ils ont trouvé preneur. Les questions qu'on se pose, mais ça on entend, c'est que est-ce que dans quelques temps, ces personnes-là vont accepter les critères un petit peu de ce mode de vie dans les zones rurales, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas demander plus de routes ou plus de choses pour aller plus vite, hein, c'est-à-dire les mêmes services qu'ils avaient en ville. Et je commence à avoir aussi quelques conflits, enfin, entendre certains conflits entre effectivement ces néo-ruraux. Et puis, je ne vais pas prendre l'exemple du champ du coq ou de la boue sur la route, quoi, parce que le tracteur est passé, mais j'ai des élus, moi, qui m'ont dit, voilà, il commence à y avoir quelques conflits, des fois avec des demandes qui ne sont pas forcément encore acceptables sur le territoire, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est un effet positif, mais c'était pour dire, je ne pense pas qu'il y ait actuellement beaucoup d'effets sur l'artificialisation, mais la greffe n'est pas totalement prise partout, quoi, voilà. Ouais, ça vous convient si je mets repreneur de biens existants, mais quel avenir? Oui, voilà. Mais c'est souvent des personnes qui acceptent d'acheter des biens que les gens locaux ne voulaient pas parce qu'ils leur paraissaient vieux. Les gens ici voulaient du neuf, de l'habitat moderne, et les gens qui arrivent de la ville disent « Oh, super, on va pouvoir… » Alors, il y a des inconvénients, il faut la mettre aux normes au niveau isolation thermique, au niveau mode de vie, parce que ça n'a pas les mêmes caractéristiques que les bâtiments d'aujourd'hui. Mais voilà, il y a plein de biens qui avant n'avaient pas de valeur, qui en ont eu un petit peu avec la crise Covid, quoi. Bon, ça va, oui. Moi, j'enchaîne, Johanna. Alors, donc, attendez, je vous mets la diapo dans son intégralité. Quels exemples ou retours d'expérience ont été partagés lors de l'atelier? Donc voilà, j'ai noté au fil de l'eau l'exemple du Grand Poitiers. J'ai mis en gras la question c'est dans le cas du PLUI, un modèle de tiers de renouvellement et un tiers d'extension, et la recherche de nouveaux modèles de densification avec l'exemple que nous a donné l'intervenant du Grand Poitiers. Pour la SAFER, donc l'exemple de la mobilisation des biens 100 mètres en mettant qu'il y a un potentiel important en Nouvelle-Aquitaine. J'ai surligné plutôt le diagnostic des marchés fonciers et donc pour un opérateur assez similaire, le PFNA aussi des études de gisements fonciers qui permettent aux collectivités de mener leurs projets, mais sur des terrains déjà artificialisés et en recyclage. L'agglomération de Pau, l'exemple qui est assez courant, hein, de la perte d'habitants de la ville-centre, mais que les communes périphériques sont en développement démographique sur des espaces artificialisés en extension. Le territoire de Bergerac, j'ai noté la réflexion centrée sur la question agricole, puis environnementale, et ensuite la question urbaine. C'était l'intervention de M. Bordelais. L'exemple du PLUI des Rosiers et Gletons, alors moi, j'ai résumé ça en ça ne va pas du tout dans le sens du ZAN. Et l'exemple du retour cas par cas sur le projet de Montpellier, je l'ai noté également.
Est-ce qu'il y a des interventions sur cette diapo? Il y a peut-être le fonds friche, non, avec le plan de relance, ce serait quand même intéressant de l'indiquer. Ouais. Alors ça serait Au niveau de mettre à l'EPF, part. au niveau de l'EPF, ça avait été indiqué, mais j'ai envie de dire, c'est un outil intéressant avec encore une nouvelle enveloppe. Hein. Ouais. Ok. Alors là, je vais faire une petite manip pour revenir ici. Vous m'en excuserez. Je fais voilà, et je vais aller dans quelles questions perspectives soulève-t-il pour la Nouvelle-Aquitaine? Alors là, on est un petit peu sur une liste pas à la Prévert, mais quand même. Je pense qu'il va peut-être falloir faire du tri. En secteur, alors moi j'ai noté, en secteur sans pression foncière, manque d'opérateurs intéressés, donc il faudrait inventer un nouveau modèle économique. Et je pense que, j'ai entendu aussi qu'il y avait un problème au niveau du coût des opérations en recyclage foncier. Donc, une prise en compte indispensable dans la conception des projets, des séquences ER. Alors, ça paraît logique pour, je pense, tous ceux qui suivent l'atelier ou le séminaire, mais c'est peut-être bien de le remettre. Et je l'ai entendu aussi. Anticiper les demandes citoyennes de demain. C'est M. Rabache qui avait noté ça dans le chat. Reconquête des friches artificialisées. Planification. Alors là, j'ai noté en rouge parce que c'est apparu aussi dans le chat à un moment. Outils pour maîtriser l'artificialisation des sols. Donc, les outils de planification sont là pour ça. Et il a été proposé de planifier la compensation plutôt que d'en laisser la charge aux porteurs de projet. Ça permettrait en outre de globaliser la compensation écologique, forestière, pourquoi pas agricole. Et j'ai noté aussi un SRADET plus ambitieux. Alors, celui-là et les autres SRADET, j'ai noté que ce n'était pas la charge contre celui de Nouvelle-Aquitaine. La traçabilité des actions ER dans les documents de planification, c'est une très bonne. C'est vrai que la question de la valorisation de ces actions-là ou de ces mesures, elle n'est pas assez, elle ressort pas assez. C'est une des questions qu'on avait avec Johanna. Observation des territoires à poursuivre et à développer. La question de la pédagogie, la sensibilisation des citoyens sur ces questions, le partage des expériences, un nouveau modèle d'urbanisation et d'habiter. J'ai noté besoin de contre-pouvoir, associations, mais pas seulement. J'ai noté aussi à qui revient l'ensemble des mesures ERC. Alors, il faudrait peut-être développer. Et la valeur du foncier, donc je l'ai mis là. Quel impact du ZAN sur le coût du foncier? Quelle autre valeur? Moi, j'ajouterais peut-être sur pédagogie, sensibilisation des citoyens et des élus aussi. Des décideurs? Ouais, on va dire des décideurs. Ouais. Ça met aussi les porteurs de projets privés? Oui, ouais. Je rajouterai une chose à Jean-Philippe Gallardon qui parle sur la question à qui revient l'ensemble des mesures ERC pour développer. En fait, c'est la séquence de l'évaluation environnementale la procédure qui est questionnée parce que l'autorité environnementale n'émet qu'un avis. Après, c'est l'autorité compétente qui prend une décision et que ça soit dans l'avis ou dans la décision, ne sont pas forcément pointés un lien avec l'ensemble des mesures ERC et leur suivi. Et du coup, ça peut poser question non seulement sur, en amont, l'opportunité même des projets et le fait que l'autorité environnementale ne va pas donner une autorisation, mais bien un avis. Et derrière, le fait que si ces mesures ERC ne sont pas mises en œuvre, pas correctement mises en œuvre, derrière, eh bien, on n'a pas l'effet escompté pour les projets en eux-mêmes et que par effet cumulé,
là, il y a un effet cocktail ou exagérant, parce qu'il y a non seulement le cumul des projets en eux-mêmes, et auquel s'ajoute le cumul de non-réalisation de mesures reversées. Alors, parce que aujourd'hui, les porteurs de projets sont quand même soumis à une mise en œuvre et un suivi, il y a un contrôle. Par contre, ce qui effectivement, qui fonctionne plus ou moins bien, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais par contre, c'est vrai que c'est la question de, que je ne sais pas, c'est est-ce que tant au niveau de l'innovation environnementale, on doit aller voir les autres projets, ce que vous avez décliné tout à l'heure, et puis, tant bien que mal, mais et on doit aller voir les impacts cumulés. Mais au niveau du suivi dans le temps des effets des mesures ERC cumulées, on n'a pas effectivement, on n'a rien. Enfin, je ne sais pas si aujourd'hui c'est prévu. Est-ce que c'est ça ce que vous voulez dire ou je suis à côté de la plaque? Bah, en partie, oui. Est-ce qu'on peut mettre qui mesure les effets cumulés des mesures ERC? Qui mesure, en fait, c'est aussi une manière. Qui est garant? Il y a la notion de garantie, certes, mais aussi la notion de transparence de mise en œuvre de ces mesures. Oui. Ouais. Je me mets notion de transparence de la mise en œuvre ou notion de transparence non définie? Oui, et c'est un des éléments du problème, parce que clairement, derrière, si on prend le cas de Montpellier, on peut poser, on parlait de la question de l'opportunité des projets. Je pense que dans son avis, le CGEDD pose la question de l'opportunité de créer une seconde gare en extérieur qui génère des besoins de mobilité supplémentaires pour la rendre accessible et fonctionnelle. Et ainsi de suite avec l'ensemble des projets. Donc, il y a aussi la question de l'opportunité et que par effet cumulé, les projets qui suivent peuvent payer cette absence d'opportunité, mais qui n'a pas été objectivée, sur lequel il y a juste eu un avis, mais finalement les projets sont faits. Dans la partie peut-être sur Abache, anticiper les demandes citoyennes de demain, je remets anticiper et susciter aussi les demandes citoyennes de demain. Je vois par exemple, notamment dans des zones bien urbanisées, il y a beaucoup de personnes qui nous disent « j'aimerais bien habiter en centre-ville, mais il n'y a pas d'endroit où je peux jardiner, il n'y a pas d'espace partagé ». Et c'est vrai que ça pourrait en même temps participer à lutter contre des îlots de chaleur. C'est-à-dire que dans les phases d'urbanisation, dans les zones, il y a des quartiers qu'à un moment donné, on a reconstruit parce qu'il y a eu des incendies à une époque. C'est-à-dire que la ville peut bouger aussi. Donc, il ne faut pas forcément sanctuariser tout ce qui a été fait avant. Et redonner de l'espace en mettant des espaces partagés. On a quelques... Alors, ce n'est pas effectivement 90% des demandes, mais si on ne les offre pas, ces demandes-là, les gens ne vont pas forcément toutes les y penser, quoi. Alors, il y a plein de personnes qui seraient intéressés par le fait de pouvoir avoir des espaces collaboratifs ou dans lesquels, effectivement, ils pourraient se rencontrer, créer du lien social, voilà. Et je pense que ça fait partie de la mission aussi des aménageurs de demain, donc des élus, mais aussi des personnes qui les accompagnent, sur le fait de proposer des espaces comme ça. Moi, je suis allé voir, ça connaît peut-être la ville de Fribourg, il y a 25 ans, là, il y avait des projets un petit peu très avant-gardistes là-dedans. C'était ça ne devait pas marcher, donc j'avais été participer un petit peu au départ de ces projets. Je suis revenu il y a 2 ans pour dire, tiens, 25 ans après, on va voir si ça a bien vieilli, parce que souvent on vend des trucs, et puis agréablement surpris, quoi, et puis bien, voilà, bluffant, quoi, c'est-à-dire des grands arbres partout, des feuilles,
les zones très très denses, mais le supermarché en bas du bâtiment, au premier étage, les bureaux administratifs, au deuxième étage, des logements de fonction, enfin des logements avec panneaux photovoltaïques, des réseaux de chaleur, enfin bref, les gens n'ont pas besoin de prendre la bagnole pour se déplacer, les gamins vont à l'école à pied en vélo, jamais vu autant de vélos devant une école qu'ici, quoi. Enfin bon, et les gens, ils vivent à 25 km de la France, c'est pas les peuplades aborigènes de l'Australie, quoi, je veux dire. Voilà. Donc, ils ont une offre différente, ils ont un mode de vie qui s'est adapté à leur environnement, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça que, est-ce que c'est vraiment les demandes citoyennes de demain? Est-ce que c'est pas tout simplement les demandes citoyennes d'aujourd'hui, mais sur lesquelles les réponses sont imparfaites? Eh bien, j'allais dire non, parce que quand les gens, dès qu'on donne à quelqu'un qui a un peu d'argent et qu'on lui dit faites ce que vous voulez, ils ne font pas ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont encore dans la tête le schéma de la maison des années. Pour eux, voilà, ils sont encore sur ce modèle-là, parce qu'on n'en a pas vendu d'autres. Et quand ils en voient d'autres, ils disent ah ben ouais, finalement, on n'est pas plus malheureux ici, des fois, et peut-être même plus, quoi. Voilà. Il y a peut-être du bonheur. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que je pense qu'il faut susciter, parce qu'actuellement, on est quand même influencé par. Nos envies sont influencées par ce qu'on nous vend un petit peu, la société nous vend. Voilà. Oui. Après, moi, juste une réflexion, c'est que habiter en ville, parfois, ça relève quand même un peu du militantisme, hein, parce que la nuisance de la ville, elle est vraiment réelle. Et que pour avoir mené des projets de PLH pour certaines communes, c'est un petit peu compliqué de faire comprendre aux décideurs qu'il y avait peut-être des logements un petit peu plus grands à faire pour pouvoir permettre d'installer les dormants sur l'arrière-cour plutôt que sur la rue. Et voilà, c'est une expérience, hein, de professionnel, et c'est assez reproductible parce que je l'ai testé sur plusieurs communes. Et non, mais on va faire des beaux logements, ça va suffire. Je pense qu'il y a les fonctionnalités qui comptent, et de faire en sorte qu'une majorité de personnes se retrouvent aussi dans le modèle, quoi. Et non pas que ceux qui sont convaincus que leur choix d'habiter dans des espaces plus denses et soit, enfin voilà, moi j'ai pas à être convaincue, mais en même temps, je sais qu'il faut donner, je vous rejoins en fait, hein, mais il faut donner des éléments pour qu'il y ait un certain confort pour pouvoir venir vivre en ville. Voilà, mais ma proposition ne visait pas au contraire à enlever le confort, elle visait au contraire à en apporter. Oui, tout à fait, on est d'accord. Hein. Voilà, c'est simplement de dire, ce n'est pas le modèle développement des années 80 n'est pas forcément le seul. Voilà. Par contre, actuellement, dans l'offre de modèle de vie, c'est vrai que 9 fois sur 10, quand on veut acheter un logement en ville, on est dans le modèle des années 80. Quoi. On est obligé de vivre comme dans les années 80, voilà. Avec l'inconvénient de devoir payer en plus pour garer la voiture, ce qu'on ne faisait pas avant. Tu vois, il y a 45, la dernière intervention d'Yvonique Guinard, et puis après, il va falloir qu'on termine parce que on va se faire virer de la salle en fait à 15h50. Je voulais juste abonder dans le sens de M. Rabache notamment. C'est aussi le rôle des collectivités de forcer un petit peu le destin par rapport aux formes urbaines que l'on promeut. Effectivement, il faut que les services suivent pour que ça ne devienne pas une sinécure, hein, je suis d'accord. Mais nous, sur Poitiers, on a longtemps eu des difficultés à faire sortir des programmes avec du collectif non social. Donc, on a des opérations qui ont été très, très compliquées. On a les plus anciennes où, pour équilibrer l'affaire, on a fini par lâcher un peu la bride aux pavillonneurs pour pouvoir équilibrer le truc. Les élus sont repartis à l'assaut, là, les nouvelles équipes notamment, mais vraiment avec une approche de service global et d'intégration dans le tissu urbain et pas uniquement pondre un endroit où il faut être militant pour y aller, mais voilà, que ça se raccorde effectivement au tissu urbain, que ça se raccorde aux habitants qui sont déjà là, que ça serve les équipements qui préexistaient sur ce tissu-là. Donc,
Donc, on remonte au combat sur ce projet-là en pensant qu'effectivement, on est toujours précurseur, mais peut-être un peu moins précurseur, en tout cas un peu en avance, mais pas trop. Alors, il y avait une dernière diapo que je n'ai pas remplie. Avez-vous des pistes de travail à proposer pour la communauté régionale ERC? Alors, je peux très bien rebondir sur la 5e, hein, celle d'avant, pour dire que c'est les pistes de travail. Parce que, en fait, la 5e diapo que je viens de vous présenter retrace un petit peu les pistes de réflexion. Je pense que tu as des pistes de réflexion dans la précédente diapo. On est d'accord, hein? Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression, en tout cas, par rapport aussi au rôle de la région, c'est qu'on a tous beaucoup de questions, on partage à peu près tous les mêmes problématiques. C'est qu'il nous manque en fait vraiment de retour d'expérience de territoire où ça a fonctionné. Donc, ouais, je suis d'accord. Ouais. Voilà, moi, j'ai l'impression qu'à ce stade, c'est voilà, quelque part les constats, tout ça, c'est OK, mais c'est vraiment aujourd'hui, voilà, est-ce qu'il y a des territoires qui ont trouvé des réponses voilà, et qui peuvent servir et faire avancer la réflexion sur la Nouvelle-Aquitaine, pas pour nous tous. Donc voilà, donc en termes de perspective pour effectivement la région, je pense que, en tout cas, moi, j'aurais envie de préciser celle-là, quoi. Si je le rédige comme ça. Ouais. Partage, oui, des expériences à l'échelle du territoire national, en fait, aussi. Enfin, régional, et puis vraiment élargir. Je pense qu'on a besoin de s'enrichir de tout ce qui a pu être fait. Voilà, on sent bien, en fait, qu'on est plus, pour l'instant, en expérimentation. Ouais. Mais en même temps, on l'a bien senti au moment où, voilà, quand on a cherché des intervenants côté État, on sent bien qu'on est au début en fait, de ces réflexions sur le ZAN, et que pour l'instant, il y a, voilà, tout le monde est un peu frileux encore. C'est compliqué. Si je peux me permettre juste d'ajouter quelque chose, donc Yvonne Guinard en Poitiers, si je compare avec ce qu'on a évoqué avec la Dordogne, nous, une des difficultés qu'on a identifiées, c'est la faible valeur dans l'imaginaire des gens des terres agricoles et naturelles autour de Grand Poitiers notamment, enfin autour de la ville. On est sur de la grande plaine céréalière, pas du tout orientée vers le circuit court, peut-être à la différence de la Dordogne où il y a peut-être un lien plus étroit entre les habitants et puis l'outil de travail des agriculteurs sur le territoire. Donc nous, c'est un des leviers qu'on va essayer d'activer aussi à travers le projet alimentaire territorial qu'on porte avec nos deux EPCI voisines, pour essayer aussi de pointer du doigt le fait que ce qu'il y a autour de la ville, ce n'est pas rien. Et que c'est aussi pour ça qu'il y a un effort à faire pour essayer de ne pas trop sortir des limites actuelles. Céline, Johanna, excusez-moi de vous couper. Oui. C'est qu'en fait, je vois que d'autres animateurs et rapporteurs des autres ateliers sont en train de nous rejoindre. Oui. On doit faire un petit débrief avant la table ronde de restitution. Est-ce que là, vous êtes bien en train de conclure? Est-ce que sur ce dernier point, en fait, il reste des choses à mettre sur écrit, ou ce que j'entendais, finalement, vous pourriez vous appuyer sur la diapo précédente où il y a déjà des pistes en tout cas des pistes qui pourront être utilisées peut-être comme pistes d'action pour la communauté. Oui, je pense qu'on a déjà des pistes. Après, voilà, je pense qu'on aura encore moyen d'échanger pour formaliser. Oui. Mais je sais bien qu'on a un temps limité et voilà. J'en doute pas. Bon, je pense que ce qui est important, c'est à travers en fait les matériaux que vous avez pu partager, produire cet après-midi. Je pense qu'il y a un temps de digestion de toute façon qui est nécessaire.
Donc, voilà, à ce niveau-là, moi, ça me semble tout à fait normal. Simplement, effectivement, là, vu le temps qui passe, il faudrait qu'on puisse utiliser les 7-8 minutes qui nous restent là pour bien se caler sur la table ronde de restitution. Okay. Donc, écoutez, je vous remercie à toutes et tous, hein, les participants à l'atelier 4. Je suis désolé, la technique fait que du coup, nous allons